suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en plein cœur de notre bocage vendéen, dans un village situé entre La Tardière et Mouilleron-Saint-Germain. Bienvenue à Cheffoy. Occupé depuis la période préhistorique, le territoire de Cheffoy se développe véritablement au Moyen-Âge. Des maisons, des rues, tout un ensemble qui s'organise bien évidemment autour d'une église. Avançons vite, retrouvez Mathilde, doctorante et chercheuse à l'Inventaire général du patrimoine des Pays de Loire, et partons découvrir un trésor caché, à savoir l'église Saint-Pierre de Cheffoy. Bonjour Mathilde. Bonjour Marion. Merci d'accepter de nous accueillir à Cheffoy. Je t'en prie. Pour découvrir cette merveilleuse église. Pourquoi avoir choisi Cheffoy, Mathilde? Quelle est la particularité de cette église? C'est une église qui est très intéressante pour la fin du Moyen-Âge, puisqu'elle a fait l'objet d'un grand agrandissement à cette époque-là, pour lesquels on a des archives et on a des vestiges absolument remarquables. Tu acceptes de nous faire découvrir tout ceci? On commence par l'intérieur, l'extérieur? C'est toi qui choisis. Extérieur? Extérieur. Bah, je te suis alors, Mathilde. Mathilde, ce qui est impressionnant quand on arrive ici à Cheffoy, quand on découvre cette église, c'est cet aspect de forteresse qui se dégage. Tout à fait. C'est ce qui fait la célébrité de l'église Saint-Pierre de Cheffoy, c'est vraiment ce côté trapu, ce côté fortifié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout dû à la période du Moyen-Âge. En fait, ce sont des ajouts postérieurs qui sont venus donner à cette église l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Quelle est l'origine de cette église? Comme beaucoup d'églises dans la région, son origine est probablement liée à la plantation d'un prieuré. Donc ici, on avait un prieuré dédié à Saint-Pierre, prieuré qui dépendait d'une abbaye très loin, l'abbaye Saint-Ruf à Valence. Ah oui? Comme l'abbaye Saint-Ruf de Valence possédait beaucoup de propriétés dans la région, elle avait décidé que le prieuré de Cheffoy serait le prieuré qui allait gérer l'ensemble des propriétés poitevines de cette abbaye. Donc là, on est au XIe siècle? Alors la première mention qu'on connaît, effectivement, on est plutôt au XIIe siècle, début du XIIe siècle, mais il faut s'imaginer que c'est juste une première mention connue et que l'église, elle existe déjà depuis un certain temps. Est-ce que toi, sur le terrain, tu as pu avoir des éléments qui témoignent de cet temps ancien? Tout à fait. Il reste encore des parties assez anciennes dans l'église. C'est la base du clocher. Okay. Alors là, il faut vraiment regarder les murs, il faut vraiment regarder les pierres. Mais à la base du clocher, on décèle ce qu'il y a de plus ancien, connu en tout cas, pour cette église. Et donc la deuxième période, Mathilde, celle qui est bien visible aujourd'hui? Alors, la deuxième période, c'est une période gothique qui correspond en réalité à plusieurs campagnes. On a une campagne qu'on dit du XIIIe siècle, qu'on verra surtout bien à l'intérieur. Oui. Et puis on a surtout un très grand agrandissement à la fin du XVe siècle qui correspond à l'ajout de ce qu'on appelle le collatéral, le côté nord de l'église, et qui donne à l'église aujourd'hui son plan définitif. Là, Mathilde, on longe ce mur qui est vraiment imposant, qui est impressionnant. Est-ce que tu as pu faire de jolies découvertes à cet endroit-là? Absolument. Des découvertes, alors comme une découverte absolument fortuite, un matin où, en cherchant des petites traces, des petits signes qui auraient pu être gravés sur la pierre, je suis tombée sur des grands dessins qui m'ont beaucoup intriguée. Des grands dessins qui correspondent parfaitement à des constructions qui ont été faites à la fin du XVe siècle dans l'église. C'est-à-dire que ces dessins correspondent à la coupe, c'est-à-dire à la forme des piliers qui ont été rajoutés au XVe siècle. Qui sont de l'autre côté, en fait. Qui sont à l'intérieur de l'édifice. Mathilde, est-ce que tu acceptes maintenant qu'on rentre dans l'église Saint-Pierre? Mais avant tout, j'aimerais bien qu'on fasse une petite halte, tout de même devant le portail. Absolument. On y va? Oui. C'est vrai que cette entrée, elle est vraiment significative. Puis moi, ce qui me marque, c'est la couleur du calcaire. Cette couleur jaune. Tout à fait. Qui est incroyable. Très différente de ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'agrandissement du XVe siècle. Complètement. Pourtant, pendant longtemps, on a pensé que ce portail, il avait été ajouté au niveau du clocher ancien en même temps que l'agrandissement du XVe. Pourquoi? Puisqu'il est de style gothique flamboyant et que, pareil, on est sur du style gothique flamboyant
sur la partie nord. Mais si on fait attention, parce que le calcaire est différent, ça veut dire qu'on est allé le chercher dans une autre carrière. Donc déjà, ça nous donne des petits indices sur le fait que potentiellement, c'est pas la même campagne de construction. Et puis là, autre découverte, complètement fortuite là encore, c'est la découverte de la date du portail placé juste au-dessus de la tête de Saint-Pierre et qui nous donne une date, alors, qui n'est pas complètement lisible, mais on est soit sur 1516 ou 1526. Ouais, sur 10 ans. Tout à fait. Donc on est sur quelque chose qui se déroule après l'agrandissement du XVe siècle. Encore pour toi, une merveilleuse découverte. Absolument. Des blasons également? Tout à fait. On a des armoiries, c'est-à-dire la représentation visuelle de famille. Et on a en partie centrale, juste en dessous de la niche avec Saint-Pierre, les armoiries des Orléans-Longueville, qui étaient à cette époque les barons de Vouvant et de Mervan. D'accord. Partie gauche, on a les armoiries donc des seigneurs de la Rousselière, qui est une grande famille de chez Foix, les Rouault. Et puis on a à droite deux clés croisées qui correspondent plutôt à la représentation de Saint-Pierre, peut-être le prieuré Saint-Pierre, qui était donc rattaché à l'église. C'est passionnant. On rentre, Mathilde, je te suis. Mathilde, on ne s'attend pas du tout à un intérieur aussi lumineux quand on est à l'extérieur. C'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant. Et puis la blancheur de cette pierre qui est tout autour, qu'est-ce que ça nous raconte tout ceci? Alors, ça raconte beaucoup de choses. En fait, ça paraît très ouvert, très unifié comme intérieur. Et c'est le résultat, en réalité, de plusieurs campagnes de construction. Donc c'est assez surprenant. Il y a eu toujours la volonté, à chaque ajout, d'être en respect de ce qu'il y avait précédemment. Donc ça a été le cas par rapport à la partie dite XIIIe siècle qui est ici dans le vaisseau sud qu'on voit encore. Quand on rajoute la partie nord et quand on reconstruit le chœur à la fin du XVe siècle, on a vraiment le souhait d'être dans la continuité de ce qui est fait précédemment. Et puis au XIXe siècle, comme tu le vois autour de nous, on a ces rajouts, tous ces reliefs autour du chœur, tout ce mobilier en pierre, les autels, la chaire, etc. Et là, c'est pareil, il y a eu ce souhait d'être en accord avec l'architecture médiévale précédente. Mais ce qui rajoute ceci pour toi beaucoup de difficultés pour lire tout ceci. Pour lire tout ceci, faire les différences entre telle ou telle campagne. Bien sûr. Toujours des difficultés et des soucis pour la lecture. Absolument. Après, il y a toujours des petits indices quand on a l'œil de l'historien de l'art ou de l'archéologue, la nature de la pierre, le style de taille, la trace des outils et puis des petits détails stylistiques. Quelle trace a pu révéler ici dans cette église? Alors, les traces qui m'ont surtout moins intéressée, ce sont les traces du XVe siècle, puisque c'est ta mon période, sujet, ma période. Et ce que j'ai beaucoup regardé, ce sont les piliers. Puisque pour dessiner un pilier, on a vu les coupes tout à l'heure, qui nous donnent donc uniquement quelque chose de plat, mais il faut s'imaginer que c'est quelque chose en 3 dimensions. Ouais. Et donc si on fait très attention aux piliers, on va voir tous les traits de construction pour s'assurer que les pierres, elles sont correctement alignées les unes aux autres. Et il faut vraiment avoir la tête dans les bases pour repérer tous ces traits qui demeurent encore aujourd'hui. Donc là, par exemple, sur la base de ce pilier, ce que tu vas pouvoir voir ici, ce sont ces traits droits qui sont très clairs et qui permettent surtout d'aligner les moulures qui sont travaillées ici, qui ne sont pas du tout figurées sur les épures qu'on a vues à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment pour s'assurer d'avoir quelque chose de continu, de droit, c'est-à-dire donner toutes les indications pour savoir où faire les choses. Et donc là, tous ces piliers sont munis de ce genre de traces. Absolument. En tout cas pour les piliers du 15e, puisqu'on conserve des parties antérieures. C'est vraiment un travail méticuleux, un travail de patience, de passion aussi. Et après ça, tous ces détails, bien sûr, tu vas les noter dans un dossier. Et est-ce que tu relèves aussi toutes ces traces?
Oui. Quand on a des grands ensembles comme les épures, il faut absolument en faire des relevés très précis avec des technologies particulières pour pouvoir bien comparer ici avec la coupe. C'est-à-dire, est-ce que véritablement ces épures correspondent parfaitement au pilier? La réponse est oui. Donc ça a bien été utilisé. Et après, pour ces petites traces, c'est intéressant de les relever parce que ça nous révèle les pratiques de l'époque. Ces pratiques, elles évoluent selon les siècles, donc ça peut nous aider à dater. Et surtout, ces pratiques, des fois, elles sont singulières et elles se retrouvent de chantier en chantier. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ce sont les mêmes individus qui ont travaillé d'église en église? Est-ce que tu as réussi à avoir des réponses par rapport à ça? Sur certaines églises, disons que le doute est permis. Ok. Combien de temps pour travailler? Enfin, si on peut déjà avoir une estimation, mais combien de temps tu as passé sur cette église de Chéfoix? L'église de Chéfoix, ça a été de très nombreuses visites. C'était une église que je connaissais avant de commencer ma thèse. Et finalement, j'ai dû la regarder, la re-regarder. Il faut savoir que selon l'heure où tu viens dans une église, la luminosité n'est pas du tout la même. Et donc, ça fait apparaître d'autres choses. Bien sûr. Donc, il faut multiplier les visites à des temps différents pour essayer de tout voir. On ne peut jamais tout voir en une seule visite. Donc, et c'est ce qui fait aussi le côté passionnant de ton métier, bien évidemment. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi, Marie. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Arnaud, on y va? Parti. Comme nous, j'espère que vous avez été séduits par cette église Saint-Pierre de Chéfoix, un ensemble classé au monument historique depuis 1982. Sachez que le monument est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Alors n'hésitez plus, profitez de ces beaux jours pour découvrir des endroits méconnus. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésors cachés.